Salut les geeks du rhum, bienvenue sur votre podcast. Aujourd'hui, on fait un petit sujet sur un embouteilleur indépendant que j'aime beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, embouteilleur indépendant, voire plutôt sélectionneur de jus. On va s'intéresser à Corman Collins. Aujourd'hui, Sérum. Corman, c'est une cave qui est située à Bâtisse, près de Liège, en Belgique, et qui ont fait des embouteillages assez mythiques dans la planisphère Rhum. En effet, les jus qui ont été sélectionnés par Corman Collins et par Sérum aujourd'hui sont variés, les packagings sont extrêmement soignés et faits par un passionné des spiritueux qui est Hubert Corman auparavant et aujourd'hui par Quentin Bellien qui est un autre fada de spirits et qui a repris l'affaire récemment et qui l'a renommé non plus Corman Collins mais par Sérum et continue bien entendu avec sa patte le travail de qualité qui a été initié par Hubert Corman ces dernières années. Comme d'habitude, on va répondre à plusieurs questions. Mais commençons par pourquoi ce sujet aujourd'hui ? C'est assez simple. J'ai eu la chance tout récemment d'aller à Bâtisse, donc à côté de Liège. Et franchement, j'ai été accueilli par des gens superbes. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais j'ai été extrêmement bien accueilli par Quentin et aussi par de nombreux geeks belges. C'était vraiment super, c'était vraiment un moment humain, plein de partage autour de notre passion qui est le rhum. Et ça, que demander de mieux. Et puis, il y a autre chose qui me fait aimer Sérum ex-Corman, c'est que c'est un sélectionneur qui a de fortes accointances avec un embouteilleur indépendant que j'adore, qui est Bristol Spirits. Comme d'habitude, aujourd'hui, on va répondre aux questions habituelles. Où, quand, qui, quoi, comment et combien, pour découvrir qui est ce sélectionneur qui est Sérum ex-Corman. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on va déguster. Et je vais vous lire deux notes de dégustation que j'ai pu faire sur leur jus. Et là, j'ai un verre rempli d'un jus. Ça sent très 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 bon. Et je pense que vous allez aimer cette dégustation que je vais vous faire dans quelques instants. Commençons par la question où. La Belgique, proche de Liège, et plus précisément à Bâtisse, où il y a la boutique Sérum ex-Corman. Beaucoup de jus proviennent de chez Bristol Spirits, il ne faut pas se mentir, avec qui, comme je disais, il y a un lien fort qui existe. Mais il y a aussi des jus qui proviennent de certaines distilleries martiniquaises, comme Bali, Trois-Rivières ou Saint-James. Et bien avant, vous allez le voir, mais il y avait aussi Clément, JM. Voilà. En tout cas, si vous passez proche de Liège, en Belgique, je vous invite à passer chez Sérum. Je pense que Quentin va vous accueillir avec toute sa bonhomie et sa compagne également, avec un fort enthousiasme, une expertise vraiment aiguisée en termes de spiritueux. Répondons maintenant à la question quand. Quand. Corman Collins existe depuis 1965, créé notamment par les parents d'Hubert Corman. Puis dans les années 90, Hubert commence à fortement se lancer dans le développement des spiritueux. Whisky en premier lieu et quelques cognacs. Puis il lance sa gamme de rhum, pour lancer la gamme de rhum plutôt, pour on va dire intégrer des jus au sein de sa boutique de spiritueux. Il va commencer à intégrer des marques comme Vélier ou Chantal Comte, donc plutôt extrêmement qualitatif. Puis dans les années 2000, il se lance dans ses premiers embouteillages, estampillés Corman. Alors, quand on voit les photos des premiers embouteillages, c'est pas trop. Il me semble pas que. Il y a très peu déjà il y a très peu de photos, mais de ce que j'ai vu, c'est pas trop mis en avant. Mais en tout cas, premiers embouteillages en 2000, dans les années 2000. Notamment avec un Clément et un JM. Et franchement, le JM pour l'époque, dans les années 2000, ça devait être un ovni parce que c'était pas une marque très connue. Puis après, tout s'enchaîne
et jusqu'à une trentaine d'embouteillages qui sont aujourd'hui flagués Corman Collins. Puis il y a la reprise de l'affaire en 2022 par Quentin, qui est un grand amateur de rhum et des spiritueux en général, hein, comme je vous le disais, et qui fait perdurer l'héritage de Hubert en y mettant toute sa passion, avec ses embouteillages notamment aujourd'hui estampillés sérum. Et franchement, on peut croire assurément que le rayonnement sera tout aussi important, voire peut-être encore plus à l'avenir, car les premières sélections qui ont été faites sont franchement qualitatives et elles sont excellentes. Répondons maintenant à la question qui. Eh ben qui? Hubert Corman, tout d'abord, qui est un vieux briscard, un personnage connu et reconnu dans le monde du rhum. Il reprend l'affaire familiale donc en 1984 et la développe autour de sa passion pour les spiritueux, dans lequel il est tombé suite à avoir goûté notamment un whisky, un Glenmorangie de 1971. C'est un très gros collectionneur. Il a un peu comme certains d'entre nous une maladie de collectionnette aiguë. Et vous pouvez notamment retrouver une interview de lui sur YouTube, sur la chaîne de la Confrérie du Rhum, qui est très sympa et qui vous montre voilà, ce personnage qui est extrêmement passionné. Je vous conseille d'aller voir. Et je vais vous citer, comme d'habitude, une citation qui reflète bien l'âme de ce sélectionneur de pépites. Donc Dixit Hubert. Pour que tout le monde comprenne bien, on n'est pas obligé d'embouteiller quelque chose parce qu'on doit embouteiller quelque chose. Nous ne sommes pas dans la dynamique d'un embouteilleur indépendant. Nous, on sélectionne. L'embouteilleur indépendant a forcément besoin d'avoir une activité commerciale pour gagner sa vie. Nous, notre activité commerciale, c'est notre magasin, notre réseau de cavistes, de restaurants, de bars, d'amis, de copains, de partenaires. Quand on trouve quelque chose qui nous plaît, on l'embouteille. Quand on nous propose des choses qui nous plaisent pas, on ne l'embouteille pas. On ne fait pas quelque chose parce qu'on doit le faire. On fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire. C'est ça la différence. Et là, voilà, c'est un peu ce que je vous disais, on est plutôt sur des sélectionneurs de jus, plus que des embouteilleurs. Quentin Bélien, maintenant, aujourd'hui, qui a repris l'affaire, bah, franchement, l'ayant rencontré, on a affaire à quelqu'un d'hyper passionné par les spiritueux. Et il incarne avec toute sa bonhomie et ses avis tranchés la nouvelle génération pour moi. Il a pour le moment donné peu d'interviews. J'espère franchement que je serai l'un des premiers à l'interviewer dans le cadre des interviews que je peux faire dans le cadre du podcast Les Geeks du Rhum. Ça peut être très sympa. Mais franchement, c'est quelqu'un qui est assez présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et surtout, il est jamais avare de bons conseils pour les passionnés de bons jus. Il est aussi, comme je vous disais, un énorme collectionneur. Et je pense que sa cave personnelle pourrait faire pâlir à mort. Bon, comme je vous disais, on trouve très peu de traces d'interviews de lui. Par contre, pour pas déroger à la règle, je vais quand même vous citer une citation de sa part, une phrase qu'on retrouve notamment dans l'épisode de mai 2023 du Singlecast. Faites-vous votre propre avis. N'écoutez pas ce qu'on dit. Chaque palais est différent. Chacun est prêt à des moments différents. Achetez des bouteilles. Laissez-vous conseiller par votre caviste. Ça prendra le temps que ça prendra, mais n'achetez pas juste pour acheter, envers et contre tout. Il y a plein de bouteilles pas chères, il y a plein de belles distilleries à découvrir, il y a plein de choses sur le marché de sympa. Voilà un peu une phrase qui, pour moi, reflète bien Quentin. C'est que, voilà, il va vous conseiller des jus superbes, il va sélectionner des jus qui sont, on va dire, un peu en dehors du marché actuel. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, des trucs superbes. Des jus qui sont top. Répondons maintenant aux questions quoi et comment. Finalement, chez Serum Ex Corman, on embouteille un peu tout type de spiritueux. Mais on va pas parler de ces spiritueux-là, on va surtout parler de rhum. C'est le but du podcast. Mais en tout cas, en termes de rhum, la diversité, elle est franchement de mise. Et les mots d'ordre, premier, s'il y a 3 mots à retenir, c'est la qualité, la cohérence et surtout l'élégance. Ils ont embouteillé un peu de tout. De la mélasse, du pur jus, du brut de fût, du réduit, des single casques, des blends, de la dame Jeanne, etc., etc.
Et pour sélectionner leur jus, ils s'appuient sur un réseau de connaissances, un réseau d'amis, et ça se sent. Chaque embouteillage bénéficie d'un packaging bien à lui, portant sur des designs souvent d'anciennes publicités, hein. Maintenant, il faut attendre un peu la nouvelle ligne directrice qui va être impulsée par Quentin. De ce qu'on voit des premiers packaging, c'est plus classique, hein. On est sur quelque chose peut-être porté sur de l'art abstrait, avec des couleurs vives, des choses comme ça. À voir, en tout cas. Mais pour répondre aussi à quoi et comment, je pense que c'est bien de revenir sur quelques embouteillages mythiques de cet embouteilleur. Notamment, il y a le Bali 18 ans, qui est un single casque brut de fût, qui a été embouteillé en 2018, limité à 402 bouteilles. À l'époque, c'était le plus vieux Bali embouteillé. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas, mais il me semble que ce n'est plus le cas. Mais en tout cas, à l'époque, ça l'était. Et c'est un embouteillage qui a une cote de sympathie euh, pour les geeks qui est assez importante pour les amateurs de rhum. Et moi qui l'ai goûté tout récemment, je peux comprendre pourquoi. C'est un, c'est un Bali extrêmement bien fait qui est super bon. C'est un jus franchement je comprends pourquoi il attire autant la sympathie au sein des amateurs. Il y a aussi le Hormden 35, qui est quand même un Hormden de 35 ans d'âge, sorti en 2019. Franchement, à l'époque, ça courait pas du tout les rues. C'était des sorties qui étaient extrêmement rares. Et encore aujourd'hui, hein, un Hormden de 35 ans, un H, euh, c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent. Et il a reçu franchement des critiques dithyrambiques. Avant-dernier mythe, on va dire jus mythique, c'est le Caroni Straight from the Barrel de Corman, un embouteillage qui a été fait directement à la boutique. Donc le fût, pour vous donner un peu une idée, le fût était dans la boutique et on venait soutirer sa bouteille de Caroni directement par le fût. Franchement, au cul du tonneau, quoi. Donc c'est magique. Franchement, ça devait être magique à faire. Pour les retardataires, il faudra attendre 2028 où le reste de Scaroni sera embouteillé, donc à 30 ans d'âge, à voir ce que ça donne, hein. J'espère que ça sera pas du jus de bois. Mais pour celui qui était embouteillé tout récemment, il y a très peu de bouteilles en circulation. On parle de 20 bouteilles de 70 centilitres, donc ce qui est franchement peu. Et pour ajouter au mythique de cet embouteillage, c'est le premier Caroni qui n'apparaissait pas dans la fameuse Bible de Caroni de Stephen Meyer. Car il est sorti juste après la publication de ce livre. Et puis pour finir, la Dame Clémence. Franchement, c'est une mystérieuse dame, hein. Mystérieuse parce qu'il n'y a que 14 bouteilles qui ont été faites. On a très peu d'informations sur le jus, à part que nous, on est face à une mamie martiniquaise datant de 1955 et qui était contenue dans une Dame Jeanne qui appartenait à Hubert et dont l'embouteillage a été tout récemment fait, il me semble l'année dernière. Répondons à la question combien. Bah, en termes de rhum, sans compter bien sûr les Arturo Macassaré, nous sommes à une bonne trentaine d'embouteillages. C'est beaucoup, mais pas tant. Parce que si on considère que cela a été réalisé en presque 20 ans, bah, on voit que c'est pas le business premier en fait, l'embouteillage de ces rhums ex-Corman. D'où, je pense, le côté qualitatif de ce sélectionneur. En termes de prix, il y en a pour toutes les bourses. Certains jus sont encore dispo, hein, en PVC, sur internet ou chez certains cavistes. Sur le second marché, selon l'embouteillage, les prix sont plus ou moins forts et augmentés par rapport au prix de vente d'origine. Mais pour la majorité, on reste quand même sur des choses assez raisonnables. Par contre, bon, c'est des jus qui sont plutôt pour des connaisseurs. Donc déjà de base, on est sur des bouteilles qui coûtent plus de 100 euros, hein, la plupart du temps. Et la gamme la plus accessible, hein, c'est les Arturo Macassaré, mais ce sont des Rhônes par contre de bonne qualité. Mais sinon pour le rhum, on est souvent au-dessus de 200 balles. Bon, franchement, assez parlé. On va
passer aux notes de dégustation. Et le but de ces notes de dégustation, c'est qu'on va voyager à travers le temps avec de jolis Demerara. Je vous ai sélectionné 3 Demerara qui vont, je pense, voilà, on va voyager à travers le temps et à travers surtout l'histoire de ces rhums ex-Corman et de Corman Collins et de ce sélectionneur mythique. Et quoi de mieux de commencer par ce qu'il y a dans mon verre, qui est le Enmore 28 ans, embouteillé donc par Corman Collins. Un Enmore de 1992 qui est embouteillé en 2020. Donc bien sûr on est en Guyane, hein. On est sur l'alambic Enmore, un marque AWM de la mélasse, bien sûr, hein. On est sur un single casque de 57,5 degrés. Il y a eu 215 bouteilles et je pense que le vieillissement donc de 28 ans a été en majorité continental. La robe, on est sur quelque chose d'assez dark, hein. Là c'est ce que j'ai dans mon verre. C'est un acajou assez sombre, très sombre même, enfin très sombre. On n'est pas sur du noir hein, non plus, mais un acajou bien sombre. Le nez. Ah, qu'est-ce que ça sent bon, franchement. C'est un Demerara franchement saucé, hein, ça se sent au nez. C'est bien dark, c'est bien sale. Le, il y a, il y a des notes de caramel brûlé, un vieux bois, des fruits à coque, un peu de la noix, quoi. Franchement, ouais, de la noix et puis derrière il y a des fruits noirs bien gras de type un peu pruneau, moi je trouve. Franchement, c'est un nez qui fait pas rire, hein. Mais un nez qui fait pas rire, mais l'alcool, il est extrêmement bien intégré. Franchement, le nez est très très beau. Et là, récemment, j'ai senti des choses, enfin, des prochaines sorties hein, qui vont arriver. Là, c'était le moment des salons, hein. Et bah, il y a des choses qui sont bien, bien, bien moins belles que ça en termes d'intégration. Et là, oh, c'est top. En bouche, ben, je vais prendre une goulée, hein, comme d'habitude. Ah, c'est bon, hein. C'est franchement, franchement bon. Euh, Sur cette bouche, bah, elle vous prend, elle vous enveloppe. Ouais, ouais, elle vous enveloppe le palais pour vous emmener dans un monde bien sombre. Beaucoup de mâches, des fruits à coque et le sucre sont à la limite de la carbonisation, franchement. C'est limite brûlé. Là, sur une planche de bois un peu pourrie, là. Et puis en arrière-fond. Et ça nous emmène tout petit à petit hein, vers la finale. Quelques fruits bien gras. Ouais, ouais, ça vous enveloppe bien le palais, hein. La finale, elle est longue, elle est gourmande. Il y a ce côté toasté qui s'efface petit à petit pour faire apparaître des fruits bien gras. Ouais, bien bien gras. En conclusion, sur ce rhum, je reprends une petite goulée avant de vous lire ma conclusion. Ouais. Ah, c'est bon. Un rhum bien maîtrisé, dans son style salace, hein. bien entendu. Il n'est pas là pour nous faire du bien, hein. Mais derrière la pénombre se cache un jus bien sous tout rapport, et qui vous fera passer du bon temps. On s'en voudrait presque d'aimer ça, franchement. Je lui ai mis une note de 16,5 sur 20, qui est une très très bonne note, hein. Vous connaissez un petit peu mon système de notation. Dès qu'on est au-dessus de 15, c'est franchement déçu. On est vraiment dans des jus d'exception, dans des très très bons, enfin des jus d'exception, en tout cas des choses que j'aime beaucoup. Et là 16,5, voilà, c'est très très bien. À l'époque, bon, c'était en 2020, hein, encore une fois, il y a 3 ans, ça sortait à 230 €. Pour l'époque, c'était un peu cher, mais là aujourd'hui, un rhum comme ça à 230 balles, c'est top. Là aujourd'hui, l'acquis sur le second marché, c'est le double, hein. C'est le double. Mais voilà, c'est un rhum qui est bien apprécié aussi, hein. C'est un embouteillage qui est bien apprécié.
Pour continuer ces dégustations, vous allez comprendre pourquoi on voyage à travers le temps et à travers l'histoire de cet embouteilleur qui est Corman Collins. Aujourd'hui c'est Rome. Et ben on va toujours sur un Demerara. On va être sur le Versailles 1988, embouteillé par Corman Collins, mais à l'époque sélectionné par Quentin. Voilà. Mais badgé Corman Collins encore. Alors ce rhum, pour moi, c'est un peu particulier. Je lui avais mis une première note, mais je me suis ravisé par la suite parce que cette année, j'ai goûté beaucoup de Demerara, beaucoup de Guyana, et je lui avais mis une note, et finalement, vous comprendrez pourquoi je me suis ravisé. Je vous expliquerai par la suite. Donc Corman Collins, Versailles 1988, donc Guyana. Hein. On est quand même sur un jus qui a vieilli 34 ans sous le climat continental, distillé dans un alambic en bois, hein, qui est le Versailles, chez Enmore. On est sur un single cask, brut de fût, qui titre à 48,8 degrés. La robe, on est sur un paille clair. Le nez, extrêmement élégant, mais pas sans caractère. Il est bien beurré, avec de belles notes de fruité. Du citronné, à la limite du savon, hein, mais c'est plus agrumes citron que savon, hein, moi je trouve, sur ce nez. La bouche, on continue sur cette belle élégance pâtissière, avec de beaux fruits de chez nous, quelques notes citronnées et épicées en arrière-bouche. La finale, un rhum peut-être un peu trop élégant, car la finale, elle s'efface trop rapidement à mon goût, parce que on en voudrait un peu plus, franchement, laissant quelques notes de fruits de nos vergers, voilà, en arrière-bouche. Conclusion, c'est ce que j'ai écrit, une bien trop belle élégance pour ce vieux Demerara. Il est très équilibré, des notes franches, bien franches, hein, c'est sympa, et un joli profil, mais la finale est trop pauvre, et surtout pour ce prix, hein, au prix de l'époque. Mais j'ai rarement goûté un rhum aussi élégant. Enfin, un rhum aussi élégant. En tout cas, un Demerara avec cette élégance-là. Par rapport à ce que je viens de goûter là, par rapport au Enmore 28, hein, ça n'a rien à voir. Mais bon, pour ce prix, quel dommage, hein, c'est clair. À l'époque, je lui ai mis 14 sur 20. Mais franchement, c'est un rhum qui vaut bien 15,5 facile. Notamment pour cette élégance. Mais on est un peu frustré par ce rhum parce que il coûte quand même en PVC un peu plus de 500 euros, hein, ce qui est pas rien, même aujourd'hui. Et puis surtout, on en voudrait plus. On en voudrait beaucoup, beaucoup plus. On voudrait que cette élégance continue sur la finale. Peut-être sur le prochaine note de dégustation. Peut-être que on retrouvera ça, cette élégance un peu plus longue. Allez, je vous fais pas languir. Et là, on passe sur un embouteillage, donc sérum, sélectionné par Quentin, mais badgé sérum, ex-Corman. Et cet embouteillage, c'est assez simple, hein. De toute façon, il n'y en a qu'un de Guyana qui est sorti, aujourd'hui en tout cas, sous le badge sérum, c'est le Diamond 1996. En termes de caractéristiques, on est sur un Demerara Guyana, single cask, réduit à 41,7 degrés. C'est un jus qui provient de chez Bristol Spirits, hein. 26 ans d'âge, avec avant un vieillissement principalement continental. La robe, on est sur un bel acajou, quelques reflets rubis au soleil, la robe est très très belle. Le nez, très expressif, malgré son faible degré, ce qui annonce du bon. Assez opulent et gourmand, sur des notes de fruits mûrs et gorgés de soleil, une acidité apportée par des agrumes, un caramel à la limite du brûlé, le tout rehaussé d'épices, un boisé noble se révèle également. La bouche, on n'est pas du tout sur quelque chose de vive, elle vous emmène plutôt dans son monde plein de délicatesse et de gourmandise, où de multiples notes se succèdent pour notre plus grand plaisir. On y retrouve l'acidité des agrumes,
un petit poivre qui rehausse le tout pour après partir sur le café et le toffee dégoulinant. La finale, elle est loin d'être timide. Elle commence sur du chocolat au lait pour terminer sur la peau de fruits à coque séchée. Franchement, cette finale, elle est vraiment top. Et notamment cette note là de fruits à coque séchée, elle est bien franche, elle est belle. Conclusion, un rhum vraiment surprenant et de belle tenue, malgré son faible degré. Franchement, j'avais peur avant de le goûter et waouh, quelle surprise. Euh, Comme quoi, franchement, il faut pas se fier aux apparences, hein, et même dans le rhum. Un beau Demerara qui ne renie en rien ses origines. On est par contre sur un prix de 300 €, hein, 299, 290, enfin, ça dépend sur quel site. Mais voilà, on est aux alentours de 300 €. Et je lui ai mis une note de 16 sur 20. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ben, ce petit sujet, hein, qui est un sujet qui me tenait à cœur parce que, à titre personnel, j'aime beaucoup ce embouteilleur hein, et puis surtout, maintenant j'ai une histoire humaine avec eux depuis que j'y suis allé. Et franchement, des superbes rhums, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, j'ai pas tout goûté, hein, bien entendu, mais sur le peu que j'ai goûté, c'est franchement qualitatif. En tout cas, je vais vous laisser, je vais reprendre une petite goulée, et je vais même finir mon verre hein, de ce Demerara bien dark, qui est ce Enmore 28 de chez Corman. Et surtout, je vais vous dire à bientôt, et geekez bien les rumeurs. A plus, ciao.